Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons commencer. Donc, on voulait attendre un peu puisque tout à l'heure, on avait quand même un peu plus de personnes de connectées, mais on va commencer et puis les autres personnes viendront au fur et à mesure. Nous sommes ravis de vous accueillir, Comed France. C'est une association qui accompagne des patients dès la phase d'hospitalisation dans la construction d'un projet professionnel qui est compatible en fait avec l'état de santé. Donc, c'est un dispositif qui est déployé sur un ensemble de territoires de la France hexagonale, mais aussi donc en Outre-mer à La Réunion. Et nous sommes ravis d'accueillir Madame Anna Picard, qui est la directrice de Comed France. Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, moi aussi, je suis ravie de participer à cet événement en conditions un petit peu particulières compte tenu du distanciel et de la visio. Donc, c'est assez particulier que de parler à des gens qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas le plaisir de regarder en face. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là. Et puis, écoutez, donc, je vais vous présenter ce réseau associatif Comed France, son action, ses résultats. Et puis, on terminera par un petit film témoignage de quelques minutes. Et puis ensuite, on terminera par vos questions, évidemment, si vous en avez, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Alors, pour commencer, peut-être par rapport à Comed France, donc vous dire que dans un premier temps, moi, je souhaitais vous présenter quand même la philosophie qu'on met en place au sein de Comed, parce que c'est une philosophie qui est quand même avec une approche assez particulière de la situation de handicap, du fait de l'implantation du dispositif en milieu sanitaire, mais aussi du fait de toute la pluridisciplinarité qui s'organise autour de l'accompagnement du patient et de son projet professionnel. Je continuerai brièvement pour vous parler du réseau, de sa structuration. On va parler un petit peu d'histoire, des établissements de santé qui le composent, pour que vous ayez quand même une vision un peu claire et globale de ce qu'est ce réseau et de la manière dont il fonctionne. On fera un petit point sur la méthodologie d'accompagnement qui a été déployée par Comed France, qui est aussi labellisée par la Haute Autorité de Santé, avec différentes étapes d'accompagnement pour garantir aussi une homogénéité de traitement, quel que soit l'endroit où la démarche précoce d'insertion Comed France soit déployée au niveau du territoire métropolitain et outre-mer, effectivement à La Réunion, peut-être bientôt dans les Caraïbes, chez vous, dans votre belle île. Un petit point sur aussi les bénéficiaires de l'action, sur leur profil, pour que vous puissiez un petit peu cerner le type de patientèle qu'on accompagne au sein de Comed, à la fois en termes de profil d'insertion, mais aussi en termes de profil de déficience, où vous verrez que les déficiences, les atteintes neurologiques sont très largement représentées. Et on terminera évidemment avant le témoignage, on va parler résultats. Cette philosophie, ce réseau, cette méthodologie et les bénéficiaires qu'on accompagne, et tout ça, c'est pour quoi faire et avec quels résultats. Donc, je vous présenterai les derniers résultats 2020. Alors, un peu dans le contexte particulier du Covid, où vous imaginez bien que, étant au cœur de la sphère à la fois de la santé et de l'emploi, on a été particulièrement impacté, comme beaucoup d'autres, en 2020, et que du coup, on a aussi une baisse de nos nombres de personnes qui ont été accompagnées. Alors, je commence avec donc la philosophie de Comed France. Et puis, je commence par un dessin. Je commence par ce dessin, pourquoi? Parce que pour Comed France, ça permet de positionner un petit peu les différents paramètres qui existent au niveau des situations de handicap au travail. La première, évidemment, centrale, la personne qui, au-delà de son travail, a plein de choses dans la vie comme tout un chacun. La déficience qui là est représentée par le fauteuil, dont on sait que c'est aussi une vision particulière du monde du handicap, puisque 80% du handicap est invisible et que donc la visibilité du fauteuil n'est pas toujours corrélée avec les déficiences qu'il peut y avoir par ailleurs auprès de la situation de la personne. Là, la personne en haut qui représente la sphère travail dans son ensemble, donc ça peut être effectivement le collectif, mais aussi les tâches, enfin l'organisation, tout ce qui a trait en fait à l'entreprise et au monde de l'emploi. Et puis ici, symbolisé par les matchs, on a la notion d'accessibilité qui est une question assez fréquemment qui se pose au travail, mais évidemment pas que à domicile aussi. Et en fait, on se rend compte que si on joue sur une composante, par exemple la composante de l'accessibilité, cette même personne, avec cette même déficience, dans cette sphère travail identique, n'est plus en situation de handicap. Et ça, pour Comed, c'est vraiment une approche essentielle des situations qu'on accompagne, qui part par le fait d'intégrer que le handicap est vraiment une donnée situationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule déficience, la seule expression d'une forme d'incapacité à faire du fait de la restriction de santé qui définit la situation de handicap. Donc la pathologie, la déficience n'est pas la situation de handicap. La loi de 2005 avait très largement rappelé cette notion de situation
par rapport au handicap. Et c'est finalement l'inadaptation de l'environnement, des tâches ou du travail qui crée aussi la situation, évidemment, de handicap au travail. Alors, à Comet, tout ça, évidemment, ça crée une approche systémique. L'approche systémique, c'est vraiment l'histoire de l'effet domino, l'histoire de se dire que il y a la personne, il y a sa déficience, il y a les collègues de travail, mais aussi plus généralement, là, on est tous là pour nos travails respectifs, mais on n'est pas que des professionnels, on est aussi des parents, on est aussi des conjoints, on est aussi des personnes qui avons des loisirs en dehors du travail et dans notre vie perso. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, l'approche systémique, pour nous, est centrale parce que c'est évidemment la personne qui est au cœur du dispositif, mais c'est la personne dans toutes ses composantes, avec la sphère travail au premier plan, certes, mais pas que, parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas que des professionnels. Heureusement, on a vraiment une vie en dehors, et ça, évidemment, ça mérite d'être intégré dans l'accompagnement. Alors, du coup, cette philosophie-là, à Comet, elle s'appuie sur 4 piliers qui font vraiment l'intervention. Le premier, c'est la globalité, qui fait vraiment écho à ce que je viens d'évoquer par rapport au fait que cette approche systémique, qu'on n'est pas que un professionnel, on n'est pas une personne handicapée, on n'est pas que des parents, on est tout ça en même temps. Et l'approche globale, pour nous, est vraiment centrale et indispensable dans la mesure où s'intéresser, par exemple, à la sphère travail sans s'intéresser à la manière dont la personne va peut-être amener ses enfants à l'école le matin, ça a vraiment un intérêt limité. Donc, Comet, c'est l'emploi, mais pas que. À partir du moment où il y a une problématique d'emploi, on va aussi accompagner la personne dans sa globalité et d'une manière plus générale, pas uniquement avec la perspective de son projet de soins et de son projet d'insertion, mais plus globalement de son projet de vie. Alors, cette globalité d'accompagnement, évidemment, elle nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, un accompagnement pluridisciplinaire, donc qui prend la forme au sein des équipes Comet, le fait que autour du médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation, puisque ce sont des dispositifs qui sont implantés dans des centres de soins, et on aura l'occasion de le détailler un peu plus avant tout à l'heure en termes de méthodologie, et vont venir graviter tout un tas de professionnels du soin, professionnels des pathologies de la médecine physique, mais aussi professionnels de l'insertion. Donc, on va retrouver des professions qu'on retrouve traditionnellement dans les établissements de santé, évidemment, le médecin de MPR, des neuropsychologues, j'ai parlé des atteintes neurologiques tout à l'heure qui sont prépondérantes dans le système, donc qui, eux, vont intervenir sur des évaluations, des assistants de service social qui vont, quant à eux, intervenir sur tout ce qui est accès aux droits, des ergothérapeutes sur les interfaces de compensation au travail, et aussi, on retrouve, en plus des psychologues cliniciens, des psychologues du travail, qu'on trouve relativement peu dans les équipes soignantes habituelles, et des ergonomes chargés d'insertion qui sont spécialistes de la situation de travail et qui sont donc pleinement intégrés au dispositif qui est localisé directement géographiquement dans l'établissement de santé. Donc, autour de ce projet d'insertion avec la sphère emploi, certes, mais avec une globalité d'accompagnement, il y a évidemment tout un processus pluridisciplinaire qui se met en place et qui est vraiment collaboratif. Ce n'est pas quelque chose de descendant où on fait appel à l'un ou à l'autre en fonction des besoins. C'est vraiment en permanence une collaboration avec des synthèses pluridisciplinaires avec l'ensemble des membres de l'équipe qui se fait pour discuter les différents dossiers. Troisième pilier qui fonde l'action de Comet et qui fait écho à sa philosophie, c'est la notion de précocité. La notion de précocité à Comet, elle prend la forme d'une intervention très précoce puisqu'elle se fait en milieu de soins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est hospitalisée dans un établissement adhérent à Comet France, en plus de tout le contexte lié à la rééducation, aux gains potentiels qui vont être travaillés assez classiquement dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, va également être pris en charge, être accompagné, être questionné, le devenir social et professionnel, de manière à pouvoir engager dès la phase d'hospitalisation, que ce soit en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour, vraiment la construction d'un projet d'insertion qui soit cohérent avec la situation de santé de la personne. Donc, c'est précoce, pourquoi? Parce que pour nous, cette précocité, c'est un enjeu majeur de prévention de la désinsertion professionnelle et je crois que ça fait vraiment consensus auprès de tous les professionnels et dans tous les éléments de la littérature. C'est que plus longtemps on reste éloigné de l'emploi et plus longtemps, plus c'est compliqué d'y revenir. C'est valable pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui sont au chômage de longue durée, et c'est aussi valable naturellement pour les personnes en situation de handicap, dont on sait qu'ils sont plus longuement et plus durement touchés que les personnes sans problème de santé au niveau du chômage, puisque leur taux de chômage est 2 fois plus élevé que la population normale.
Donc cette précocité, c'est vraiment un enjeu central qui s'exprime donc pour Comet France par le fait de commencer à accompagner dès la phase active de soins, avec concrètement la personne a dans son planning kiné, ergo et Comet pour travailler le projet d'insertion professionnelle. Et puis, quatrième et dernier pilier, c'est la personnalisation. Alors, on ne va pas encore jusqu'à prendre les empreintes digitales, mais pas loin. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une méthodologie qui est normée par la Haute Autorité de Santé, que je vais décrire tout à l'heure, mais il n'en demeure pas moins qu'on a la capacité et le devoir de s'adapter à chaque situation, puisqu'évidemment, chaque situation, compte tenu de la géographie, de la personnalité de la personne, de ses souhaits, de ses capacités restantes, de l'entreprise, du collectif, bref, toutes ces composantes qui font que même si on a une méthodologie normée, il faut en permanence être flexible et s'adapter aux éléments situationnels des projets d'insertion. Donc voilà, brosser d'une manière assez rapide la philosophie qu'on déploie au sein de Comet et les 4 piliers qui fondent donc l'intervention qu'on met en place dans le cadre du réseau Comet France. Alors justement, ce réseau, pour vous en dire un petit peu plus sur la manière dont il s'est constitué, donc d'abord création de Comet France, qui est donc une association loi 1901, qui s'est créée en 1992, il y a quasiment 30 ans maintenant. À l'époque, ça s'appelait Comet Grand Ouest. Alors Grand Ouest, ils avaient été sympas parce qu'on allait jusqu'à Garches, Raymond Poincaré, qui était membre du réseau, donc du coup, ils avaient appelé ça Grand Ouest, donc vous imaginez, c'était quand même pas mal grand. C'est parti de Bretagne au départ, avec Michel Bunel, si certains le connaissent, qui était médecin directeur du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Carpap, qui à l'époque s'est dit que les patients, il y en avait beaucoup qui étaient en hospitalisation complète, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ils passaient un temps vraiment très important dans l'établissement de santé et avec une cohorte notamment de blessés médulaires jeunes qui était relativement importante. Et l'idée, c'était de se dire, mais ce temps de soins, qui est souvent long, qui s'étire avec plus ou moins de facilité pour les personnes qui peuvent aussi être éloignées de leur famille. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour faire autre chose que de la rééducation et davantage d'orienter la préparation de la sortie? Alors maintenant, c'est vrai que la préparation de la sortie, on en parle beaucoup. À l'époque, il y a 30 ans, c'était relativement peu sur le devant de la scène. Et c'est vrai que, à l'époque, on n'a pas reçu forcément un accueil favorable partout, mais depuis, les choses ont évolué et ça s'est grandement amélioré. Donc, on est une association loi 1901, donc ça veut dire qu'on est dirigé, gouverné par les instances classiques d'une association avec un bureau issu d'un conseil d'administration et une assemblée générale qui délibère suivant les statuts classiques d'une association, avec peut-être la particularité quand même de disposer d'une direction générale dont le siège social est basé à Lorient, en Bretagne. On est resté historiquement rattaché au lancement du réseau Comet Grand Ouest et qui donc continue de faire fonctionner aujourd'hui cette association, qui donc regroupe aujourd'hui 56 centres de médecine physique et de réadaptation, qui sont donc des établissements de soins de suite et de réadaptation spécialisés. Alors, il y a à la fois des établissements de soins de suite et de réadaptation et des services de médecine physique et de réadaptation qui sont intégrés dans des CHU, puisqu'on a une dizaine de centres hospitaliers, alors universitaires ou non universitaires, qui adhèrent à notre réseau. En plus d'autres centres, évidemment, donc j'ai cité Carpap, Garches, il y a l'Espoir à Lille, le Grand Feu à Niort, enfin, il y en a un certain nombre, on en a dans toutes les régions, même si la cartographie est encore insatisfaisante, évidemment. Mais je vous invite, si vous souhaitez en savoir davantage, puisque la liste risquerait d'être un peu longue, de vous en référer au site internet de Comet France pour avoir le détail des établissements adhérents. Quoi qu'il en soit, ces établissements adhérents, donc que ce soit public ou privé, au niveau des conventions collectives, on a à la fois la FHP, la FHF, la FEAP et évidemment des établissements de l'assurance maladie avec la convention UGCAM qui sont donc adhérents chez nous. Ils ont tous comme point commun de disposer d'une autorisation sur l'appareil locomoteur et les affections du système nerveux. Alors, certains ont des autorisations supplémentaires sur les brûlés, sur les amputés, mais vraiment, le pot commun de ces 56 établissements de soins de suite et de réadaptation, c'est de disposer à minima de ces 2 autorisations, donc appareil locomoteur et système nerveux. Et puis, enfin, on va le décrire aussi tout à l'heure dans l'organisation, Comet France, c'est aussi un modèle économique à assurer. Donc, pour ça, il faut aussi une activité sanitaire minimale qui a été fixée à 100 patients soins jour.
Alors, sachant que la plupart des établissements ont largement cette activité à eux seuls, mais qu'il y a depuis 2014 le développement de structures multi-établissements, et c'est aujourd'hui un modèle qui a la priorité de développement depuis 2014. Tous les établissements, toutes les équipes Comet qu'on lance sont des équipes multi-établissements, c'est-à-dire une équipe rattachée à un établissement qui va être le porteur administratif du dispositif et qui va rayonner sur son territoire de santé auprès d'autres établissements du secteur. C'est le cas à La Réunion qui a été évoqué. Alors, je fais un petit focus sur La Réunion parce que c'est le seul qu'on a pu lancer en Outre-mer à ce jour. C'est un dispositif donc avec une équipe Comet qui est donc sur ce territoire qui est un territoire qui a beaucoup de particularités, dont un certain nombre regroupent celles que vous connaissez aussi en Guadeloupe et dans les Caraïbes, et qui donc s'organise autour de 5 établissements de santé. Donc, un établissement de santé qui est le public, qui a la particularité d'avoir 2 sites géographiques, un au nord et un au sud, pour être sûr de simplifier bien le système, et par ailleurs 4 établissements de santé privés qui donc ont conventionné avec Comet France et eux tous ensemble, de manière à pouvoir porter ce dispositif d'insertion qui donc rayonne sur l'ensemble de l'île et l'ensemble de la patientèle de ces 5 établissements de santé. Donc 56 établissements de soins de suite et de réadaptation qui représentent 43 équipes, puisque, comme je le disais, le différentiel entre le nombre d'établissements adhérents et le nombre d'équipes, c'est lié à la réalité des multi-établissements, donc une équipe qui va rayonner sur plusieurs établissements, comme le modèle réunionnais que je viens d'expliquer. C'est un modèle qui aujourd'hui a notre préférence, puisqu'il y a des établissements qui, de toute façon, seront de taille trop petite pour avoir une équipe Comet, et pour autant, dans ces établissements-là, il y a des patients en âge de travailler pour lesquels le dispositif Comet pourrait être utile. Donc, on a de toute façon tout intérêt à continuer ce déploiement et ce développement partenarial à l'échelle du territoire de santé plutôt qu'à l'échelle d'un seul établissement, comme ça a pu se faire sur les 20 premières années de développement de Comet France. Donc, 43 équipes qui représentent à peu près 350 professionnels, enfin un peu plus, qui donc travaillent pour le réseau Comet. Alors, ils sont salariés de l'établissement de santé. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des professionnels. Donc, on retrouve évidemment obligatoirement médecins de médecine physique et de réadaptation, autour duquel s'organise l'activité, mais aussi ergonomes, ergothérapeutes, psychologues du travail, assistants de service social, neuropsychologues. Voilà, notamment pour ceux qu'on retrouve très, très classiquement. Donc 350 professionnels avec un budget annuel qui est un peu plus de 12 millions d'euros par an et qui est cofinancé par le ministère de la Santé via un vecteur de financement qui est la mission d'intérêt général. Si ça parle à certains, je ne connais pas exactement le public, mais on pourrait en discuter. C'est en tout cas un financement qui est fléché depuis le national de manière très spécifique sur une mission d'intérêt général réinsertion, donc à hauteur de 55% du budget alloué. Et puis ensuite, la GFIP et le FIP, donc les 2 fonds de compensation de handicap au travail, qui interviennent, la GFIP secteur privé à hauteur de 36%, et le FIP pour la fonction publique à hauteur de 9%. Donc, c'est ces cofinancements-là qui nous permettent de décliner cette action Comet France. Donc, sur un cofinancement qui est santé et travail, qui fait bien écho finalement à l'organisation qui est en place et à l'action qui est déployée par Comet, qui donc débute pendant l'hospitalisation, ce qui justifie le cofinancement santé, et se poursuit après l'hospitalisation, on en parlera aussi un petit peu plus tard, et qui donc fait que la GFIP et le FIP sont aussi partie prenante évidemment dans le dispositif. Et puis juste pour vous parler un petit peu des choses du cadre un peu national qui organise cette action, donc nous avons un comité de pilotage national donc, qui est évidemment créé des directions générales des 3 cofinanceurs, donc le ministère de la Santé, AGFIP-FIP et évidemment de Comet France. Et on définit, alors sur une durée qui peut être de 3 à 1 an, un cadre national d'activité où on signe physiquement un accord cadre national qui donc définit les critères de déploiement de l'action en termes d'adhésion, mais aussi les critères de suivi, les indicateurs qualité, enfin toutes les choses qui en général accompagnent le déploiement de financement d'une action. Donc aujourd'hui, cet accord cadre national fixe une équipe de référence avec un triptyque finalement entre d'un côté l'équipe Comet, donc fixée à plus ou moins 3 équivalents temps plein, une file active accompagnée de plus ou moins 150 patients,
et un budget annuel aux alentours des 245 000 euros, qui a été récemment revalorisé compte tenu des mesures Ségur. Donc, ce cadre de référence est aussi susceptible d'être flexible. Acarpa, par exemple, qui est l'équipe historique du réseau, ils ne sont pas à 3 équivalents temps plein, mais ils sont à 15 équivalents temps plein sur l'équipe Comet. Par contre, ils accompagnent quasiment 1000 patients et ont évidemment un budget qui avoisine le million d'euros. Et c'est pour vous dire que c'est toujours ce triptyque qui rentre en ligne de compte pour établir le modèle, à la fois le nombre de professionnels intégrés dans l'action au niveau de l'établissement de santé, le nombre de patients accompagnés, et puis troisième composante, évidemment, les budgets qu'on met en face pour faire fonctionner tout ça. Alors ensuite, je vais vous parler peut-être un petit peu quand même de la méthodologie qui est donc déployée dans le cadre de Comet France. Alors, c'est un petit clin d'œil à Thomas Pesquet qui a décollé ces jours derniers. C'est un peu une méthodologie qui se fait à étage, vraiment avec une fusée comète. En plus, c'est la métaphore avec la comète qui prend son essor. Donc, je l'ai dit en entame, il y a une recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé donc, qui s'intitule « Démarche précoce d'insertion socio-professionnelle en établissement de santé relevant des champs de compétences de la MPR ». C'est toujours des titres à rallonge, il faut un peu prendre son élan. Mais l'idée, c'est de se dire que depuis 2011 et cette labellisation qui avait été copromue donc, par Comet France, la Société française de médecine du travail et évidemment la SOFMER, il existe un référentiel normé permettant de décrire les méthodologies d'accompagnement relatives à cette démarche qui s'appelle donc la démarche précoce d'insertion. Alors, assez classiquement, ça commence par le repérage. Alors, le repérage, quand, comment, pourquoi faire? Alors, quand? Le plus tôt possible. Idéalement, avant même l'entrée dans le centre de rééducation. Quand il y a du court séjour, ça peut être fait. C'est vrai que quand les gens viennent du domicile, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, le repérage se fait au plus tard à l'entrée, plus ou moins à l'entrée dans l'établissement de médecine physique et de réadaptation. Ça veut dire que soit pour les staffs de préadmission ou soit quand la personne est là, la question professionnelle est déjà intégrée au questionnement et aux éléments que l'équipe va mettre sur la table en disant « Ah, ce patient-là, compte tenu de son âge, de sa situation de santé, ce serait peut-être bien qu'il soit vu par l'équipe Comet ou en tout cas qu'on lui propose, s'il en est OK, d'avoir un entretien. » Donc ça, c'est cette première phrase. Alors, avec les imperfections qu'elle comporte inévitablement, parce qu'on a beau essayer de faire au mieux, il y a toujours des trous dans la raquette et des personnes qui sortent avec en plus des durées moyennes de séjour qui se réduisent considérablement et le développement de l'hospitalisation de jour qui amène aussi à des réalités différentes d'accompagnement. Mais bon, on essaye vraiment de faire en sorte, c'est présenté dans le livret d'accueil, la personne a aussi la possibilité de se faire connaître directement auprès de l'équipe Comet. Donc, le repérage qu'on essaye de faire le plus précocement possible et le plus systématique possible. Ensuite, évidemment, une fois que la personne a été repérée, ou bien si elle est passée au travers des mailles du filet, mais qu'elle souhaite elle-même franchir la porte de Comet, et là, évidemment, on l'accueille. Alors, l'accueil, ce n'est pas juste, évidemment, bonjour, comment ça va? Il y a ça, mais ça va évidemment un peu plus loin, puisque l'accueil à Comet, c'est aussi une première évaluation de la demande. Donc, l'accueil, pour nous, ça veut dire obligatoirement un échange physique avec la personne, où la personne va être reçue par au moins un membre de l'équipe Comet, parfois c'est deux. Parfois, c'est plusieurs entretiens. Et l'idée de cette première phase d'accueil, ça va vraiment être de présenter Comet, de faire connaissance, de connaître la première vision, le premier objectif que la personne pourrait avoir par rapport à son emploi. Est-ce que c'est une préoccupation ou pas? Si oui, quel est un petit peu son projet? De défricher, on va dire, les premières étapes de ce projet d'insertion. Et c'est aussi à cette étape-là, évidemment, qu'on recueille son accord en signant physiquement un papier disant qu'il est OK pour intégrer les cohortes de Comet France et poursuivre l'accompagnement avec Comet. Donc, en 2020, il y a eu un peu moins de 7000 personnes qui ont été accompagnées à ce stade, donc qui pour nous s'appelle la phase 1, qui est donc la phase d'accueil et d'évaluation de la demande. Une fois que la personne a été accueillie, qu'on l'a informée sur les démarches Comet et qu'on a vraiment fait une première étape sur l'évaluation de sa demande, là, on passe à la phase 2, qui est la phase dite de construction du projet d'insertion. Donc, c'est une phase qui est la plus chronophage,
pour nos équipes et évidemment pour les patients. Donc, c'est à ce stade-là, mais parfois même à la fin de la phase 1, qu'on prend d'ores et déjà contact avec l'ensemble des partenaires qui sont susceptibles de graviter autour du projet d'insertion. Évidemment, médecin du travail, quand il y en a, l'entreprise, évidemment la famille, hein, puisque encore une fois, il y a une approche systémique et que l'emploi ne fait pas tout. Donc, c'est vrai que c'est une phase qui est relativement longue et qui peut parfois s'étirer au-delà du temps d'hospitalisation. C'est aussi pendant cette phase qu'on va faire un certain nombre de mises en situation professionnelle, parce que parfois, notamment sur la lésion cérébrale, c'est pas toujours évident de bien mesurer les notions de fatigabilité, les notions de traitement de la double tâche. Et puis, parfois, seules les mises en situation apportent des éléments fiables et cohérents pour construire quelque chose qui soit compatible avec l'état de santé. Donc, vraiment, cette phase de construction, elle est relativement dense, avec vraiment un nombre d'actions relativement impressionnant qui est mené par les équipes Comet, en lien évidemment avec la personne. Donc en 2020, alors encore une fois, on a une baisse d'à peu près de 10 à 15% de nos chiffres par rapport aux années précédentes liées au contexte sanitaire et au contexte de l'emploi. Donc un peu moins de 5000 projets d'insertion ont été construits et évalués avec un certain nombre de mises en œuvre qui ont été faites. Ensuite, une fois que le projet d'insertion est construit et validé, et là, on passe à la phase 3, qui est la phase de mise en œuvre proprement dit. Donc là, un peu moins de 2000 personnes par an. Donc là, c'est vraiment le maintien en emploi ou l'entrée en formation ou la reprise d'études. Quand on est sur des projets où il y a une incompatibilité majeure entre l'ancien poste et la situation de santé, il faut organiser une reconversion professionnelle. Après, parfois, la compatibilité ne pose aucun problème, mais la personne, comme tout à chacun, a le droit de vouloir choisir un autre travail parce que peut-être que ça faisait déjà plusieurs années que son travail actuel ne lui plaisait plus. Donc, évidemment, le maintien dans l'emploi qui reste le cœur de métier de Comet France, exclusivement milieu ordinaire de travail. Hein, donc, on est amené à passer les relais à l'étape de la phase 1 ou de la phase 2 quand un projet en milieu protégé est repéré. Donc, maintien dans l'emploi, principalement ancien poste, mais aussi des entrées en formation ou des reprises d'études. Alors, sur les formations, on est plutôt sur un public en général qui est déjà inséré dans l'emploi, et les études, on est plutôt sur un public un peu plus jeune, où là, on est davantage sur des problématiques d'accès à l'emploi que de maintien en tant que tel. Et puis, dernier étage de la fusée, notre étape 4, qui consiste en un suivi des personnes pour lesquelles un projet d'insertion a été conclu, et on les suit pendant 2 ans pour dégager des indicateurs de suivi. Vous avez repris des études, avez-vous été diplômé? Suite à votre diplôme, avez-vous trouvé un boulot? Vous avez suivi une formation, qu'en est-il aujourd'hui? Vous aviez été maintenu dans votre emploi, est-ce toujours le cas? Donc, ça nous permet à 2 ans de dégager des indicateurs qualité pour savoir ce que sont devenues les personnes, et je présenterai les résultats tout à l'heure. Alors, j'ai dit tout à l'heure, la période d'hospitalisation, souvent, elle s'étire évidemment sur la phase de repérage jusqu'à plus ou moins la phase de construction. Il est rare qu'au stade de la mise en œuvre, la personne soit toujours dans les murs, entre guillemets, de l'hôpital. Donc, c'est pour ça que le modèle prévoit et fait directement écho au cofinancement assurance maladie avec la mission d'intérêt général santé d'un côté et de l'autre AGFIP, FIP, Fonds de compensation d'handicap au travail. C'est que l'accompagnement par Comet s'initie pendant la période d'hospitalisation, mais peut tout à fait continuer une fois que la personne est sortie de l'établissement, puisque à la date de la dernière hospitalisation, l'équipe Comet a un délai d'1 an pour accompagner et continuer à accompagner la personne. 2 solutions, soit au cours de ce délai d'1 an, le projet d'insertion a pu être réalisé et auquel cas la personne bénéficiera du suivi à 2 ans, ou alors le projet d'accompagnement n'a pas pu être finalisé dans cette période et auquel cas l'équipe Comet est amenée à passer des relais à des opérateurs d'insertion. En tout état de cause, la sortie de l'établissement de santé, la sortie d'hospitalisation n'est pas en soi un critère pour Comet pour passer les relais. On est, vous allez le voir, sur des pathologies et des profils quand même assez complexes pour lesquels c'est vrai que le double regard santé et travail apporte une plus-value indéniable. Donc, on est sur une file active annuelle de plus ou moins 10 000 patients. Alors, je dis plus ou moins parce qu'en 2019, on était à 10 600 et puis que cette année, on est à 9 000, hein, compte tenu encore une fois du contexte. Donc, plus ou moins 10 000 personnes qui sont accompagnées chaque année.
Maintenant, vous avez vu au niveau des chiffres qu'il y a un certain nombre de sorties du dispositif avec un effet entonnoir assez classique et qui fait que toutes les personnes, évidemment, qui ont été repérées n'iront pas forcément jusqu'à la mise en œuvre de leur projet d'insertion. Alors, les causes de sortie, je vous les brosse brièvement. La première, c'est les réalisations personnelles de projet. Donc, ce sont les personnes qui vont être accueillies, pour lesquelles on va évaluer la demande, pour lesquelles on peut même intervenir au niveau de la phase 2 de manière assez dense sur la construction du projet d'insertion, et puis qui ensuite nous disent « moi, je me sens suffisamment outillé pour y aller tout seul ». Donc, ces personnes-là, pour nous, c'est des sorties et des fins de prise en charge, et ce ne sont pas des personnes qu'on trace au niveau des mises en œuvre et de nos chiffres de résultats de maintien dans l'emploi, même si un certain nombre, heureusement, retournent vers l'emploi. Deuxième cause de sortie, ce sont les passages de relais, alors soit à des structures spécialisées quand il s'agit par exemple de milieux protégés, ça peut être aussi à des UROS quand il y a des évaluations spécifiques à faire au niveau neurologique, ou ça peut être aussi à des opérateurs d'insertion, si encore une fois les critères de prise en charge par Comet ne sont plus actifs. Il y a des projets aussi, évidemment, qui sont classés sans suite. Alors, dans les sans suite, on a plein de grandes familles de sans suite, la plus représentée étant le différé pour raison médicale. C'est le corollaire de la précocité. On intervient à un taux à des moments où la situation de santé n'est pas toujours consolidée. Et donc, il arrive qu'un projet soit construit et puis que quand on arrive au niveau de la mise en œuvre, il y ait une nouvelle opération, où il y ait une rechute, parce qu'évidemment, on accompagne aussi des maladies dégénératives, qui font que le projet doit être différé. Alors, ce n'est pas forcément évidemment abandonné, mais en tout cas, c'est différé dans le temps. Et pour nous, c'est aussi des sorties du dispositif au niveau statistique, entre guillemets. Et puis la dernière raison, c'est quand il n'y a pas de dimension professionnelle à proprement parler. Donc, ce sont des gens qu'on va accueillir, pour lesquels on va pouvoir commencer à travailler un projet d'insertion, mais qui nous disent que finalement, pour eux, l'emploi, dans le contexte qu'ils connaissent aujourd'hui, ce n'est pas une priorité et que donc, ils ne souhaitent pas activer cet élément-là tout de suite. Donc, voilà un petit peu pour vous expliquer l'effet entonnoir où sur la cohorte la file active de 10 000 patients par an, qui fait qu'on en accueille un peu moins de 7 000 et qu'au final, on en a un peu moins de 2 000 pour lesquels on met en œuvre ces raisons de sortie du dispositif, somme toute assez classiques. Alors, un petit zoom quand même sur les bénéficiaires de l'action. Qui sont ces patients qu'on accompagne? Alors, peut-être d'abord en termes de pathologie, je ne vais pas m'étendre trop, je ne connais pas bien votre positionnement par rapport à ces éléments. Juste quand même pour vous dire que 43% des patients qu'on accompagne, ça ce sont nos chiffres 2020, sont des atteintes neurologiques. Donc, on est la plupart du temps sur du handicap invisible. Alors, à l'intérieur de cette grande sphère neuro, il y a toute la neuro, centrale, périphérique. Sachez juste que quand même les AVC sont très clairement les plus représentés avec une évolution à 10 ans qui est vraiment énorme puisque la cohorte a quasiment doublé sur les 10 dernières années sur les suites d'AVC. Les traumatismes crâniens qui globalement restent stables et s'établissent à 6%. Les médulaires, par contre, qui, eux, il y en a beaucoup moins en 10 ans. Ça a quasiment été diminué de moitié. Les scléroses en plaques qui augmentent un petit peu. Et puis ensuite, on a tout un tas d'autres maladies systémiques qui rentrent en ligne de compte et sont comptabilisées dans ces 43%. Alors ensuite viennent tout ce qui est les pathologies rachidiennes. Donc ça, c'est relativement stable sur 10 ans. Ça avait beaucoup augmenté début des années 2000, fin des années 90 avec le développement des programmes de restauration fonctionnelle du rachis, qui donc avait fait que mécaniquement, il y avait eu des accompagnements un peu plus nombreux de ce type de pathologie, notamment sur la lombalgie chronique, qui est un facteur de désinsertion de l'emploi dont on sait majeur. Ensuite, tout ce qui concerne l'orthopédie, traumatologie, polytraumatologie, rhumatologie aussi, 24%. Donc ça, par contre, sur 10 ans, on est plutôt en baisse, parce qu'on était à une trentaine de pourcents il y a 10 ans. Et donc, ça suit aussi par ailleurs les cohortes épidémiologiques de ce type de déficience. Et puis les autres, donc 8%, où là, on va retrouver les brûlés et les amputés essentiellement, qui sont donc représentés à peu près à part égale à hauteur de 4% chacun. Donc voilà pour le côté pathologie. Donc vous voyez qu'effectivement la neurologie est quand même très fortement représentée. Maintenant, pour vous parler un petit peu des profils socio-professionnels des patients qu'on accompagne, donc dans près de 6 cas sur 10, c'est donc un homme qui intègre le dispositif Comet. Dans 50% des cas, il a plus de 46 ans, avec, alors là, je fais un
tout petit focus rapide, mais sur les plus de 55 ans qui sont chez la tranche d'âge des plus de 46 ans, ceux qui ont le plus fortement augmenté. Et donc, ces gens-là qui ont une expertise certaine à faire valoir dans le domaine de l'emploi, et aussi s'approchent de l'âge légal du départ à la retraite, ce qui pose un certain nombre de soucis quand il faut notamment déployer un certain nombre d'aménagements avec parfois des entreprises qui sont frileuses à dire oui, mais bon, ça c'est pour peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est aussi cette avancée en âge, une problématique réelle qui oblige à avoir un accompagnement spécifique de cette tranche d'âge. Donc, 56% des patients qu'on accompagne sont donc en hospitalisation de jour versus 41% qui sont en hospitalisation complète. Donc ça fait écho évidemment aux réalités de santé qui vont s'accentuer avec une hospitalisation de jour donc, qui est omniprésente et qui, pour les équipes Comet, signifie agir mieux en moins de temps sur des laps de temps très organisés d'hôpital de jour. Donc, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait susceptible d'intervenir sur les projets d'insertion et sur la manière qu'on a de les mettre en œuvre. Alors, le niveau de qualification, dans 6 cas sur 10, on est sur un niveau BEP, CAP ou inférieur. Alors, dans le ou inférieur, ça peut aussi signifier vraiment de grosses problématiques sur les savoirs de base. Donc, c'est vrai que sur la technicité des métiers BEP, CAP, qui sont très productifs sur beaucoup de sujets, on est souvent sur des éléments manuels pour lesquels la restriction de santé pose quasi d'emblée une problématique de compatibilité avec la situation de santé. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans la manière qu'on a de pouvoir réorienter éventuellement les projets d'insertion. 72% des patients qu'on accompagne donc, à la phase d'accueil sont déjà en indemnité journalière. Alors, maladie ou AT-MP, c'est la maladie qui est prépondérante. Mais en tout cas, ça veut dire que dans plus de 7 cas sur 10, la rupture de travail a déjà été consommée. Donc, je parlais en entame de la prévention de la désinsertion. Et même en agissant précocement pendant l'hospitalisation, on a déjà des ruptures de santé qui ont généré aussi des ruptures d'emploi. Et dans 1 cas sur 2, cette rupture d'emploi est déjà effective depuis plus de 6 mois. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, alors là, on est plus sur le versant administratif de reconnaissance du handicap. Et quand nous, on accompagne les patients, quand on les reçoit pour la première fois, il y en a à peine 3 sur 10 qui ont déjà la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc ça, c'est somme toute assez logique et ça fait directement écho à la précocité d'intervention. Donc, qui fait qu'il y a aussi un gros travail fait par les services sociaux d'accès aux droits et notamment de travail avec la maison départementale des personnes handicapées pour pouvoir avoir cette reconnaissance qui permet d'émarger un certain nombre d'aides sur le milieu de travail. Juste pour signaler quand même que 12% des patients qu'on accompagne présentent des problématiques d'accessibilité de leur logement. Alors après, avec des réalités en fonction de la situation géographique qui peut être plus ou moins dense, mais vous imaginez bien que sur la région parisienne, par exemple, où le logement est particulièrement tendu, c'est des données qui impactent quand même très fortement et qui peuvent impacter directement le projet d'emploi. Et enfin, dernière donnée, c'est sur la conduite auto. Alors, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur ce sujet de la conduite automobile, qui est un paramètre majeur d'inclusion. En Bretagne, cette belle région dont j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui, si on n'a pas de voiture, c'est quand même très embêtant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compensations techniques qui permettent la conduite, l'accès à la conduite, y compris pour les tétras très hauts, qui donc ne mangent pas tout seuls, ne se lavent pas tout seuls, mais par contre peuvent aller chercher tout seuls leurs enfants à l'école. Et donc, pour 35% des patients qu'on accompagne, il y a des problématiques de régularisation et ou d'accès au permis de conduire qui se posent. Et ça, c'est un vrai sujet alors qui dépasse Comet, même si on y travaille. Et juste pour votre information, il y a aussi une recommandation de bonne pratique qui a été émise, copromue par Comet France en 2016 sur l'accès à la conduite et la capacité de conduite avec une lésion cérébrale acquise non évolutive. Ce n'est pas directement en lien avec l'emploi. Donc, on est globalement sur des profils complexes. Donc, vous avez vu que ça dépasse la stricte sphère de la santé et c'est ce que j'ai dit en entame en posant le fait que l'approche doit être systémique. Évidemment, il y a l'emploi, il y a le logement, il y a le boulot, il y a les enfants. Évidemment, sans emploi, il n'y a pas d'intervention Comet, mais une fois qu'il y a l'intervention Comet, il y a bien plus que la seule sphère travail qui est mise sur le devant de la scène. Alors, vous parlez aussi des résultats Comet avant de conclure avec ce film témoignage. Donc, sur les patients qu'on accompagne, donc les 2000 patients qu'on accompagne dans le cadre d'une mise en œuvre, 60%, donc ça, ce sont encore une fois les chiffres 2020,
légèrement en baisse. 69% retournent vers l'emploi, 10% intègrent une formation et 5% reprennent des études. Donc, quand même, malgré le contexte, malgré les profils complexes à la fois socialement et en termes de données de santé, eh ben, on arrive aujourd'hui à 84% des patients qu'on accompagne dans le cadre d'une mise en œuvre du plan d'action pour lesquels ça débouche sur une notion d'employabilité avec les chiffres qui s'affichent. Et je vous ai aussi parlé de notre étape 4 où on fait des suivis à 2 ans pour dégager des indicateurs qualité. Et ben, à 1 an et 2 ans, voilà les chiffres du maintien dans l'emploi. Donc à 1 an, c'est-à-dire les personnes qui ont été insérées en 2019 et à 2 ans, donc celles qui ont été insérées en 2018, et ben, vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, c'est quasiment 8 personnes sur 10 qui sont toujours dans l'emploi 2 ans après la concrétisation du projet d'insertion. Donc là, c'est un chapeau pour les équipes Comet qui font vraiment un travail formidable au quotidien auprès des patients qu'elles accompagnent. Et ces indicateurs qui aussi tentent à montrer quelque part la pérennité des projets qui sont donc toujours en place 2 ans après. Avant de passer aux questions, je vais vous proposer un petit témoignage en espérant que ça marche et que la connexion soit suffisamment fiable pour vous permettre de suivre. Donc, c'est un film témoignage où donc ça dure 5 minutes, où donc il y a des patients Comet qui témoignent, ce qui aurait été gênant pour moi de ne pas les faire parler eux. Moi, présenter le réseau, c'est une chose, mais c'est avant tout pour eux qu'on fait tout ça. Donc, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. J'ai 35 ans, je suis exploitant agricole. En 2010, je perds un bras pendant un accident de travail. Le lendemain, je me réveille, je ne sais plus ce que je vais devenir, je ne sais plus ce que je vais être capable de faire. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Si expliquer la maladie que j'ai, c'est un peu des hauts et des bas en permanence. Donc des fois je suis bien, des fois je suis pas bien, des fois je suis bien, des fois je suis pas bien. Donc c'est très dur d'envisager un parcours professionnel comme ça. Je suis donc quelqu'un qui est depuis fort longtemps handicapé des membres inférieurs, puisque j'ai des séquelles de polio. Et professionnellement, je suis formateur, donc je passe beaucoup de temps et au tableau et autour de mes étudiants, debout. Cependant, donc depuis 2 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes d'épaule qui m'ont amené à voir mon autonomie diminuer. Bien, alors, c'est vrai, après mes 2 interventions chirurgicales sur les 2 dernières années, j'ai dû donc changer mes habitudes et le mode de vie, aussi bien dans le milieu professionnel que chez moi. Quand je me suis réveillé de mon coma, je savais pas trop où j'étais un peu déboussolé, on va dire. Grâce au centre de réadaptation et grâce à Comet aussi, le retour a été simplifié, on va dire. Et ça faisait surtout du bien, mentalement, de reprendre une vie active. Avec Comet, on a été intégrés. Ça a été vraiment le fil qui nous reliait entre Fernando, la manière dont il progressait, parce qu'en tant qu'entreprise, on a besoin de savoir, il fait partie de nos équipes. Comet, pour nous, c'était le seul lien. Je veux dire, Comet, c'est pas comme nous, quoi. Ça a été l'étoile qu'on a suivie. Je savais conduire un tracteur avant mon accident, je voulais être capable de conduire un tracteur après mon accident. Et suite à plusieurs rendez-vous avec Comet, on s'est rendu compte que via la GIFIP, on pouvait mettre en place des choses sur mon exploitation familiale. En fait, cette télécommande, elle est là pour reporter toutes les commandes qui habituellement se font avec la main droite sur cette partie-là. Du coup, elles ont toutes été centralisées sur cette télécommande. Ça peut être l'accélération, c'est relever les masses à l'avant du tracteur. Ici, en l'occurrence, faire tourner la charrue. Tous ces boutons sont centralisés sur la télécommande. Je n'ai jamais, pendant toute ma carrière professionnelle, utilisé un fauteuil roulant sur mon lieu de travail. Donc, c'était une étape difficile. TTP, accepter des aides techniques, c'est aussi une autre étape. Mais c'est mieux que de tout perdre.
on prend conscience que si l'on veut continuer à occuper la place que nous avions professionnellement, il va falloir demander de l'aide. Et c'est là que Comet intervient avec ses préconisations, toujours en douceur, si je puis dire. Le but de tout le monde, c'est de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et quand tu fais rien, il y en a qui le vivent bien, moi je le vivais pas bien. Et donc là, c'était vraiment l'envie de travailler, l'envie pour moi, pour me donner encore une fois un statut. Si je suis là, enfin concrètement, c'est mon centre de soins qui m'a trouvé mon travail. C'est pas du tout les organismes publics, les partenaires d'aide à l'emploi qui m'ont trouvé un travail et m'ont encore plus soigné le physique, ils m'ont soigné la tête. J'ai pas besoin de voir un psy, ils m'ont trouvé ce que j'avais besoin, c'est-à-dire un travail. Quand on a un accident comme ça, on aime bien se raccrocher à des choses dont on est sûr et le travail, c'en est une et c'est très 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 important de pouvoir donner un sens à sa vie, si on peut dire. Le fait de faire autre chose qu'agriculteur, j'aurais eu l'impression de les laisser tomber, c'est moi l'aîné, et j'avais surtout pas envie de ça, donc on est une entreprise familiale et on va le rester. Quand j'ai eu ce travail-là en novembre, c'était je travaille le travail demain ma pupuce. C'est maman elle y va. Alors là, c'est un vrai bonheur. Rien que de dire ça, ça fait. Bravo pour votre intervention. Merci pour ces précieuses informations. C'est vrai que ça permet de comprendre que du coup, l'accompagnement, plus il est précoce, plus il est bénéfique en fait à la personne qui se retrouve déjà dans une situation complexe en fait. Donc, merci beaucoup pour l'intervention et surtout pour les témoignages. Il y a une question, et alors il y en a deux. Une, pouvons-nous dire que vous êtes complémentaire des prestations d'appui spécifiques financées par la GFIP et le FIP, puisqu'avec un public un peu différent? Alors, le public est différent et puis nous, en fait, c'est spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement au long cours. Donc, il y a des équipes Comet qui participent à ces prestations d'appui spécifiques, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas mobilisé sur le même temps et ce n'est pas tout à fait le même processus d'accompagnement. Donc, on n'est pas complémentaires, c'est différent. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà eu des amorces de projets pour une mise en place de dispositifs Comet en Guadeloupe? Oui, il y a déjà eu des amorces. Alors, le mot-clé, c'est amorce. on est venu déjà en Guadeloupe et puis on pourrait évidemment envisager y retourner. Il se trouve que j'ai des attaches là-bas. J'ai une partie de ma famille, donc ce serait avec plaisir. Aujourd'hui, on en est vraiment à un stade de développement où en fait, ça se décide au niveau national avec l'ensemble des partenaires financeurs. Et c'est vrai que on a évoqué le cas des Caraïbes. Donc, il y a des amorces, mais le mot-clé, oui, c'est amorce. Il faudrait qu'on puisse travailler avec les équipes en place pour voir comment on pourrait déployer efficacement au service des patients un projet collaboratif avec des centres de soins. D'accord. N'hésitez pas. Avec une échéance, j'imagine, la question n'est pas posée, mais en général, c'est celle qui suit, avec une échéance que je ne connais pas. Donc ça, c'est tout de suite pour être quand même tout à fait clair et limpide. D'abord, on n'est pas les seuls décisionnaires. Et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres secteurs qui ont été repérés, puisqu'on mixe à la fois la cartographie sanitaire et la cartographie des bassins d'emploi et de population, aussi pour prioriser les interventions de déploiement des équipes Comet. D'accord. Merci beaucoup. Y aurait-il d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Y a-t-il forcément des ergothérapeutes et des ergonomes dans vos équipes? Oui. Oui, alors souvent ce qu'on retrouve ce sont des ergonomes qui étaient ergonomes de formation et qui ont fait un DU d'ergonomie, qui ont donc la double casquette. Mais oui, on retrouve des ergothérapeutes et des ergonomes. Alors, dans les ergonomes, il n'y a pas que des ergothérapeutes ergonomes. Hein. Il y a des personnes qui ont fait le cursus d'ergonomie, donc CM2, Master 2, pardon. Donc, oui, de manière systématique et même, je dirais, de manière systématique, des psychos du travail aussi, qui intègrent les équipes et qui, eux, vont davantage intervenir, non pas sur le versant maintien dans l'emploi, mais sur le versant travailler un nouveau projet d'insertion.
termes de bilan de compétences notamment. D'accord. Alors, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas, la présentation a été claire. Le film avec les témoignages aussi était très parlant, donc peut-être un mot de la fin, Madame Picard, s'il y avait une petite phrase. Non. Alors, une petite phrase, je me permettrai pas. Moi, écoutez, je trouve que, je voulais vous remercier d'avoir. Alors, excusez-moi, Madame événement. Picard, excusez-moi, il y a juste, visiblement, est-ce que vous pourriez repréciser, alors attendez, alors je n'ai pas compris, par contre, Madame Rual, vous voulez parler directement, qu'on entende votre belle voix? Allez-y. Non, alors attendez. Ah, elle n'a pas de micro. Elle n'a pas de micro. Je vois alors, ouais. je pense comprendre le fait que les professionnels soient embauchés par la structure de santé. Alors, en fait, les professionnels, Comet France n'a pas de salariés. Les professionnels qui interviennent dans le cadre des équipes Comet sont des professionnels… Oui, c'est ça, ok. Les professionnels qui interviennent dans les équipes Comet sont des professionnels qui sont salariés de l'établissement de santé et pour lesquels le temps, que ce soit à temps plein ou les bouts de temps consacrés à l'action Comet, sont donc financés via le mécanisme que j'ai évoqué, donc avec une mission d'intérêt général et une partie AGFIP-FIP qui sont versées directement à l'établissement de santé, mais sous couvert de ce qu'on négocie nous au niveau national, qui est donc décliné au niveau régional. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Ok, super. Super. Bon, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Alors, du coup, je vous ai coupé pour la phrase de fin. Alors, on y va. Non, il n'y avait pas de phrase de fin particulière. Je voulais dire que c'est très bien d'organiser ce type d'événement et qu'à chaque fois qu'on trouve des gens motivés pour s'occuper du retour à l'emploi des personnes, c'est toujours un plaisir et qu'on est à votre disposition et qu'on espère évidemment qu'on puisse un jour traverser l'Atlantique pour venir vous voir dans votre belle île et puis pouvoir construire ensemble un projet qui soit cohérent avec votre territoire. Donc, merci à vous. Merci aussi, merci à vous et puis oui, au plaisir de vous retrouver cette année 2021, sûrement virtuelle au regard de l'évolution actuelle, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, de continuer à réfléchir, notamment sur les fameuses amorces dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, attendez. Ah, il y a une autre… D'accord. Oui, je crois qu'il y a un message pour Madame Picard. Il y a un message pour vous, Madame Picard. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou on vous l'a dit. Oui, je l'ai vu. Oui, vous contactez-moi, ce sera plus simple. Envoyez-moi un petit mail. Il y a l'adresse mail qui s'affiche là. Je pense que ce sera plus pratique. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.